J'ai fait 23 millions cette année, trop bien. Mais ce que les gens savent pas, c'est combien d'argent j'ai perdu. Ça se compte en millions. Khalek, on a l'image de toi d'une machine de productivité qui n'a pas de place à la vie privée, mais où est la place à l'épanouissement ? Je suis le leader du marché. Il n'y a personne qui est meilleur que nous. Alex, si tu devais t'excuser auprès de quelqu'un, ce serait qui ? Ok, c'est le moment où on règle nos comptes, les gars. Moi, je crois pas trop en la justice. Est-ce que tu peux nous parler d'erreurs juridiques que tu as faites Lesquelles ? Lesquelles ? Il y en a tellement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur que vous avez sans doute déjà vu. Il s'appelle Alec Henry. Alec Henry a créé un mouvement qui aide les entrepreneurs, entrepreneurs.com. On va découvrir aussi Alec Henry sous des facettes que vous avez certainement jamais vues. Il va se livrer comme jamais puisque nous le recevons à notre cabinet et nous sommes ravis de ça. Bonjour Alec. Bonjour. Bonjour Alec. Alors Alec, ça fait quand même quelques années qu'on t'accompagne et donc on a partagé des histoires ensemble, des cas ensemble, on t'a vu grandir dans l'entrepreneuriat, on a grandi aussi avec toi puisque tu as même participé à notre association. On va rentrer dans ce détail de tout ça dans ce podcast. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souhaité faire un épisode avec toi davantage dans la confidence, davantage dans les coulisses aussi de ton entreprise, de tout ce que tu as construit et de voir un peu l'envers du décor. Donc Alec, on a l'image de toi d'une machine de productivité, la machine de guerre qui a pas de place à la vie privée, qui avance à fond et qui entraîne les autres très haut, mais où est la place finalement à l'épanouissement ? Et c'est ça qu'on va voir. On va voir en fait une autre face d'Alec aujourd'hui et on est ravis de ça. Et alors, si vous êtes intéressé par le contenu de ce podcast, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu souhaites impacter aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Ouais, rapidement, alors je ne veux pas faire tout le parcours, mais en gros, aujourd'hui, je suis le fondateur et CEO de entrepreneurs.com. Nous, ce que l'on fait, c'est accompagner les entrepreneurs, les chefs d'entreprise au quotidien pour faire face à des enjeux de croissance ou parfois de restructuration, parfois de détresse, parfois de stagnation, avec différents outils, que ce soit lié au marketing, à la vente, à l'adoption de l'intelligence artificielle, mais pas que. Finalement, les éléments qu'on doit mettre en place aujourd'hui, si on est une entreprise, quelle qu'elle soit, on a des paysagistes, des poissonniers, des restaurateurs, du vrai entrepreneur traditionnel, hein, le 90-95% de ce qui fait le poumon économique d'un pays. On a des gens qui sont en France, en Suisse, en Belgique, mais pas que. En tout, c'est plus de 30 pays qui sont représentés dans toute la francophonie mondiale. Ça fait 5 ans maintenant qu'on développe entrepreneurs.com, plus de 5 ans. Ça fait 7 ans que du coup, j'accompagne les entrepreneurs et ça fait environ 10 ans que j'entreprends. Ouais, donc il y a eu un shift finalement sur l'entrepreneuriat, puisqu'avant tu étais plus infopreneur, e-commerçant, entrepreneur du web, et ensuite du coup tu as évolué vers l'entrepreneuriat plus traditionnel pour changer la vie de ces personnes, c'est ça ? Complètement. Il y a vraiment eu un switch il y a de ça, je dirais 3 ans. On pourra en parler plus en détail. Une vraie prise de conscience sur le positionnement, d'une part, du business, mais aussi la valeur qu'on veut réellement apporter et la durabilité. Le monde du marché du business en ligne, de l'infoproduit, que vous connaissez également très bien, c'est pas anodin que des avocats finalement se lancent dans ce monde-là, accompagnent bon nombre d'acteurs, alors pas que, mais bon nombre d'acteurs de ce monde-là, ce qui fait aussi que vous avez cette maîtrise du marché et qu'en plus, vous avez pu commencer à monétiser aussi des cours en ligne pour sensibiliser l'entrepreneur au juridique. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et je trouve extrêmement important. Et tu vois, dans la même lignée où à l'époque, lorsque j'étais très business en ligne, tout de suite, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire ensemble parce que je voulais aussi à mon tour sensibiliser les entrepreneurs en ligne sur ces sujets qui sont importants qu'est le juridique, parce que souvent sous-estime, on le met pas trop en place. Pour autant, si on le fait mal ou si on le fait pas, encore pire, ça peut nous coûter très cher. Et donc, cette volonté de professionnaliser un domaine qui ne l'était pas du tout, s'est répercuté finalement sur l'ensemble des entrepreneurs, parce qu'à un moment donné, entre 2019, exactement décembre 2019 et avril 2020, on s'est dit, ok, on a
le pouvoir et le potentiel d'aider tous les entrepreneurs, pourquoi on ne le fait pas? Comme disait Oncle Ben à Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, on a choisi de prendre cette responsabilité et puis, du coup, de s'orienter vers des business plus traditionnels. À l'époque, 100% de notre marché, c'était du coaching, de la prestation de services et du business en ligne. Aujourd'hui, ça représente moins de 5% de nos clients. Donc, il y a eu un switch complet et ça nous a permis aussi d'en arriver là où on en est aujourd'hui et là où on sera demain. Dans ton parcours, est-ce que tu as visualisé ces différentes étapes ou ça s'est fait vraiment au fur et à mesure? Est-ce que tu avais un plan depuis longtemps pour construire ce que tu es en train de faire, ou finalement les choses se sont faites au fur et à mesure, des idées qui se sont accumulées, des rencontres qui t'ont orienté vers ces activités, cette façon d'organiser ta vie d'entrepreneur aujourd'hui? C'est un peu l'un et l'autre, hein. C'est vraiment une succession de situations, de rencontres, de contextes qui fait qu'on va ajuster, qui fait qu'on va rencontrer les bonnes personnes, qui fait qu'on va pouvoir aller encore plus loin. Oui, il y a un plan. Oui, il y a une visualisation si on veut, mais je prends rarement le temps de le faire, malheureusement. Mais le vrai sujet, c'est que je veux toujours plus. C'est que j'accélère constamment, j'augmente la vitesse et peu importe la vitesse, c'est toujours trop lent pour moi. C'est pour ça que c'est parfois un peu dur de te suivre. Et que c'est vrai. Je me dis qu'on est des assez bons, je sais pas, conducteurs ou pilotes pour t'avoir quand même suivi. Et comme tu le disais, c'est parfois pas simple de supporter. Bon, moi, je trouve ça très agréable, mais voilà, c'est vrai que ça va vite et il faut être à tes côtés. Voilà. Donc, ce n'est pas si simple d'être Alec Henry. C'est loin d'être simple, ouais. C'est loin d'être simple. Après, j'ai pas envie de dire c'est pas simple et m'en plaindre parce que c'est un choix délibéré. J'aime ce que je fais au quotidien, je suis animé par ce qu'on fait, par ce que je fais. Donc c'est pas simple, mais c'est encore moins simple de me suivre au quotidien quand on est à mes côtés. J'estime que j'ai plus de chances d'avoir les gens que j'ai à mes côtés au quotidien que eux ils n'ont de m'avoir parce que je suis extrêmement exigeant, je suis extrêmement passionné aussi. Et donc avec la passion, parfois on en perd la raison. Et du coup, le mieux, c'est déjà pas suffisant pour moi. Mais je dois dire que cette exigence et cette excellence qu'on partage, forcément, bah là, tu vois, on te reçoit dans le podcast, on se dit, attention, il y a Alec qui vient, donc faut tout préparer. Il y a déjà sa responsable communication qui nous a appelé, Océane, on la salue. Du coup, voilà, on se dit, voilà, faut faire les choses bien et forcément. Et ça rejoint le nom aussi du documentaire que tu avais fait, là, Levels. Ouais. Forcément, en fait, tu mets les autres à un certain niveau. Et ça, je dois dire que c'est hyper important. Et nous, de t'avoir suivi au fur et à mesure de l'évolution entrepreneuriale, on s'est toujours dit, c'est cool d'être dans son giron parce qu'en fait, il met un niveau, il oblige. Et de toute manière, tu es une référence aussi pour beaucoup d'entrepreneurs du web. Les challenges que tu as fait, évidemment, tout le monde les a décortiqués. J'imagine que tu le sais bien. Et tout le monde s'est dit, il positionne quelque chose, on se met dans son sillon et donc t'es quelque part leader de ton marché et donc les autres veulent faire comme toi et cette volonté d'excellence incarnée par ton exigence, elle infuse sur le reste des personnes qui sont à tes côtés, quoi. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est un très bon point parce que je l'ai très très mal vécu au début. D'accord. C'est-à-dire que, imagine, t'as peu de ressources, t'es seul. Moi, j'ai jamais levé de fonds. Il n'y a pas de dette. J'ai 100% du capital d'entrepreneurs.com et je suis bootstrap. Donc, dès le début, 1 euro, c'est 1 euro. Cette année, on va terminer à plus ou moins 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, c'est 13. L'année prochaine, c'est 34 en target, en objectif. On dépense énormément, on investit énormément. Ces chiffres, je peux les partager parce que je suis assez transparent sur les chiffres, même si pendant longtemps et encore aujourd'hui, je préfère mettre en avant les résultats de nos clients que les nôtres. Mais ceci étant, effectivement, je suis une référence sur le marché. Je suis le leader du marché. Il n'y a personne qui est meilleur que nous. Et je peux le dire droit dans les yeux, assurément, parce que ce sont les clients qui nous le disent. Et c'est pas présomptueux. Par contre, un truc qui est certain, c'est que tous les jours, on se remet en question. Tous les jours, on relève le niveau. Parce qu'il est beaucoup plus difficile d'être premier sur un marché que d'être second sur un marché. Quand t'es premier, tu peux être détrôné. Quand t'es second, t'as l'opportunité d'avancer
et de dépasser l'autre. Donc, tu dois tous les jours remettre en jeu ton titre. Premier point. Deuxième point, quand tu commences à le faire et que tu n'as pas de ressources pour te défendre lorsqu'il y a des attaques ou lorsqu'il y a des gens qui te copient ou lorsqu'il y a des gens qui prennent la propriété intellectuelle, etc., et on rentre dans le juridique, justement, entre autres, t'es dépourvu de moyens. Tu sais pas quoi faire, en fait. T'as juste tes yeux pour pleurer, t'es frustré, t'es déçu, tu te dis mais pourquoi, tu commences à vouloir, tu sais pas comment réagir, t'insultes la personne, tu te demandes mais c'est pas ça, tu vois. J'ai travaillé pendant des heures, j'ai investi, j'ai mis des ressources, j'ai testé, j'ai fait des erreurs, j'ai itéré, j'ai lancé plein de publicités, des dizaines de milliers d'euros en pub, des fois plus, et on vient sans même comprendre la stratégie et on copie tout de A à Z. Il y a de ça. Tu vois, tu parles des challenges. Alors, il y a ceux qui décortiquent, qui s'inspirent. Et j'adore ça. Et je suis hyper heureux d'élever le niveau du marché parce qu'on le fait depuis une dizaine d'années, tu vois, réellement, depuis le début. Parce que c'est dans mon ADN, ce truc-là. Mais il y a ceux aussi qui, littéralement, tu vois, moi, il se passe pas une semaine sans qu'un membre de mon équipe, il arrive et il m'envoie littéralement un screenshot d'une page, d'une landing page ou n'importe quoi. La nôtre, celle d'un concurrent, mais ils n'ont même pas fait l'effort de changer ne serait-ce que le fond derrière. C'est littéralement un copier-coller et ils ont à peine ajusté un truc. Comment tu réagis à ça? Soit tu es insignifiant et voilà, tu continues à avancer, tu traces ta route. C'est le choix que j'ai fait aujourd'hui. Soit tu te fragilises. Déjà, 1, c'est la rançon du succès. 2, c'est peut-être la mission profonde aussi que tu es en train de réaliser puisque tu impactes le marché et ça veut dire que c'est tellement bien ce que tu fais que finalement d'autres peuvent faire une copie. Alors, j'imagine que pour toi, c'est plutôt une pâle copie. Mais donc, en fait, ça réalise ta mission globale de faire bouger l'entrepreneuriat en France. Il y a de ça. Ma vraie mission, c'est de transformer la vie des entrepreneurs. Et tu vois, quand ils me prennent dans les bras, qu'ils ont les yeux bien humides avec quelques larmes qui commencent à apparaître et qui m'expliquent concrètement comment le mec, ça faisait 6 mois qu'il se payait pas de salaire, qu'il s'en paye, comment le mec, ça faisait 1 an qu'il partait pas en vacances, qu'il avait des tensions familiales avec sa femme, qu'il voyait pas ses enfants et que maintenant il est libre, il est sorti de l'opérationnel en faisant plus de chiffre d'affaires, comment il peut redresser la barque de sa boîte, comment il stagnait pendant 6 ans et qu'aujourd'hui il rachète son concurrent grâce à nos stratégies. Ça, c'est ma mission. Après, le fait d'être copié à gauche, à droite, c'est juste une conséquence. Dans ton organisation, je dirais tous les rouages sont importants. Tous les rouages. Et est-ce que, comment se passe à la fois le recrutement de ceux qui font partie de tes équipes? Comment tu évalues leurs valeurs, leur capacité aussi à accompagner les entrepreneurs, à apporter les bonnes solutions, à avoir le niveau d'excellence que tu exiges de chacun d'eux? Comment ça se passe pour t'assurer de ce niveau et de ce que tu veux pour les clients d'entrepreneurs.com? L'humain, c'est le challenge le plus compliqué auquel je fais face au quotidien. Ouais. Donc, on va le décomposer en 3 étapes chez nous. T'as les gens qui bossent avec moi. Alors eux, ça prend vraiment du temps à les recruter. C'est très compliqué parce qu'il faut que je les estime et il faut qu'ils me supportent. Tu vois, on va au-delà des soft skills, des hard skills et tout. Si je perds l'estime d'un individu, je vais le mépriser et je vais pas pouvoir travailler avec. C'est un mot fort, hein, le mépris. C'est un mot très très fort. Mais je suis obligé d'être lucide et d'être objectif avec moi-même. Parce que c'est aussi ce qui explique que parfois j'ai pu avoir des comportements qui n'étaient pas forcément professionnels et adaptés. Parce que j'ai un niveau d'engagement et d'exigence tellement élevé que ça me prend aux tripes et que je sais pourquoi je fais ça et que je suis animé, que ça vaut tous les compliments du monde, tout l'estime du monde, tous les trucs du monde. Donc, les gens qui bossent à mes côtés, c'est ma petite garde rapprochée. Ils peuvent compter sur moi, mais jusqu'à la mort. Et ils le savent. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont prêts à se donner au maximum à mes côtés parce qu'ils sont animés par cette mission qu'on partage. Deuxième point de recrutement, les autres dans l'équipe. Aujourd'hui, on est à peu près 140 personnes chez Entrepreneurs.com, mais on a mis en place une règle, c'est que nous on a un comité stratégique avec on est 4 et du coup on doit au moins avoir 2 noms, minimum 1 selon le recrutement, qui signent comme quoi on se porte garant de ce recrutement. Et si
on a été garant et que ça a été un mauvais recrutement, ça vient imputer directement, même ne serait-ce que sur un bonus annuel ou des choses comme ça. Donc il y a une pénalité si on fait un mauvais recruitement, parce que le mauvais recrutement coûte très cher. Et puis le troisième axe, c'est horrible. Troisième axe, c'est le recrutement des experts. Et là, c'est complètement à part. Il y a carrément un process à part, il y a des équipes à part, parce qu'effectivement, pour la partie recrutement, on a un talent acquisition, il y a une vraie, il y a une vraie structure, il y a un vrai process, il y a quelqu'un dont c'est le métier, il est responsable en interne full-time de ce sujet-là, pour aller chercher des talents et recruter. Et puis, il y a la partie expert, coach, intégrateur, où là, on a un département et il gère cette partie-là. Donc là aussi, process de recrutement spécifique, process d'onboarding spécifique, process de montée en compétences spécifique, process de testing. Et parfois, il nous arrive, comme là récemment, on a remercié entre 5 et 8 coachs, 5 et 8 experts, pas parce qu'ils avaient fait une erreur, pas parce qu'ils étaient mauvais, on est en bons termes, certains bien évidemment l'ont un petit peu mal pris parce que ils aiment cette aventure et je comprends et c'est un compliment, mais tout simplement parce qu'on élève le niveau constamment. Et donc il y a un tri naturel qui s'opère à chaque fois et on prend les moins bons. Statistiquement, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, c'est juste les moins bons dans l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Les moins bons dans l'ensemble, et puis on les remercie, on les remplace par un nouveau pipe de gens qui ont été qualifiés comme meilleurs via notre process de recrutement pour élever constamment le niveau. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je recommande dans n'importe quel business où il y a de l'humain qui délivre, de toujours se forcer à élever le niveau d'exigence. Même si pour ça, il faut malheureusement se détacher d'éléments qui sont bons. On est dans un monde capitaliste, hein. On n'est pas une association caritative, donc c'est la réalité. Là, tout à l'heure, tu as employé un mot qui pour moi est fort de mépris en fait. Ouais. Pourquoi tu les méprises en fait? Parce que j'ai fait une erreur. Je suis émotionnel et pas rationnel dans la façon dont je traite ce business. C'est une erreur, mais j'en ai conscience, hein. Et volontairement, je la corrige pas parce que c'est passionnel avec entrepreneurs.com et c'est ce qui fait que on va si vite, mépriser quelqu'un, c'est quand même bien sûr, c'est très fort. Non, mais j'en ai conscience. Mais attention, c'est que si je l'ai auprès de moi et que c'est mon direct. J'aime et j'adore profondément l'ensemble de l'équipe. Mais en fait, c'est quelque chose que je peux pas maîtriser et je pense que la réalité, c'est que le vrai mépris, je l'ai envers moi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est une sorte de miroir. Que je me demandais d'où il venait vraiment ce mépris. C'est une sorte de miroir de protection pour justifier mon échec et ma médiocrité. Je me dis, ok, j'ai pas été capable de recruter la bonne personne, j'ai pas été capable de bien briefer ou j'ai pas été capable de remercier. Parce que des fois, tu sais, j'ai un problème, moi, des fois, j'ose pas me détacher des personnes. Même si elles sont mauvaises, j'aime pas trop, tu vois. Ouais, et personne n'aime ça. En fait. Et je vais préférer, mais littéralement, payer quelqu'un dans le vide et me dire tous les mois, mais pendant 6 mois, que je me dis, mais cette personne, ça va pas du tout. Je sais même pas ce qu'elle fait dans la boîte et tout. Et tu vois, c'est fou. Et pourtant, c'est mon argent. J'ai 100% du capital. Chaque euro qu'on gagne, voilà, il y a pas de levée de fonds, il y a pas de dette. Ça compte. Mais c'est en moi et c'est aussi ce qui fait la personne que je suis. En fait, c'est une sorte de dualité interne avec ce côté extrêmement profond, extrêmement humain, où j'aime profondément les gens, j'aime profondément l'équipe, j'aime profondément les clients, plus que tout. Mais en même temps, ce côté conquérant, qui veut rien lâcher, qui est exigeant et qui est presque perçu par certains, de moins en moins, parce que j'en parle de plus en plus aussi, mais inhumain. Vous me connaissez depuis des années, il y a cette phase 2018-2021 où les gens pensaient que j'étais un robot. Vous en souvenez certainement. Ah, bien sûr. Où là, il y avait même pas de sentiment, il y avait pas de sourire, il y avait rien, il y avait pas de discussion. On n'avait pas envie de discuter avec moi, quoi. Aujourd'hui, par moment, en fait, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur ton empathie, quoi, en fait, sur par moment, est-ce que t'as envie de ressentir ce que l'autre ressent ou finalement ou est-ce que tu le ressens tout court ou est-ce je le ressens, mais j'ai pas envie, non. Ouais, je suis déjà assez préoccupé avec mes propres ressentiments. Et est-ce que en fait tu penses un peu pour faire un peu le psy à 2 balles qu'il y a
il y a peut-être de l'histoire familiale de ton père et de ta mère un peu dans cette double casquette, cet aspect en fait dualité dans ta personnalité. Alors je sais pas si ça joue, mais en tout cas oui, dans mon enfance il s'est passé des choses qui font que ça a forgé ma personnalité, hein. J'en parle, hein, j'ai un suivi psy sur tous ces sujets et ça m'aide énormément. Pas que psy, mais aussi mon entourage, des gens très proches. Nicole, ma compagne, avec qui voilà, je discute beaucoup et j'en ai beaucoup parlé, même dans Levels par exemple. C'est la seule avec Amine qui était présente, hein, c'est pas pour rien. Et voilà, il y a tous ces sujets. Par contre, tu parles de mes parents, j'ai conscientisé récemment qui jouait un rôle aussi dans pourquoi ça me tient autant à cœur d'aider les entrepreneurs. Mon père était entrepreneur, il avait un resto, c'était son rêve, il a fait faillite, ça l'a détruit. Il a commencé à prendre des médicaments et il a commencé à boire aussi de temps en temps, un petit peu plus que ce qu'il fallait. Il a tout perdu progressivement, il s'est retrouvé salarié, il l'a vécu comme un échec, il s'en est jamais vraiment relevé. Un jour, on l'a trouvé au sol et il en est décédé 2 semaines plus tard. Ma mère, elle m'a éduqué toute seule, elle était esthéticienne. Toute sa vie, elle a travaillé jusqu'à s'en épuiser, sans déléguer, sans passer à Internet, sans pouvoir sortir de tout ça. Elle a travaillé très 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 dur pour pouvoir m'offrir la meilleure éducation possible avec ses propres moyens, ses propres outils. Et puis juste avant sa retraite, mais vraiment littéralement juste avant sa retraite, hein, elle a été diagnostiquée d'un cancer. Et puis 1 an plus tard, elle est partie. Donc je sais que si ils avaient rencontré entrepreneurs.com, il y a tellement de choses qui se seraient passées différemment dans leur vie, que ce soit pour mon père comme pour ma mère, mais complètement. Parce que un cancer, c'est pas uniquement santé, c'est aussi psychologique. On le crée le cancer parfois, avec le stress, etc., avec plein de situations et plein de préoccupations qui font que sa santé n'était pas sa priorité. Et donc, elle l'a vu trop tard, malgré des signes clairs qui étaient là. Et donc, c'est tout ça aussi qui m'anime au quotidien, parce que moi, je les ai vus souffrir au quotidien, ils ont tout donné, et en plus, ils en sont décédés. Donc, ils ont perdu ce qu'ils avaient de plus cher, la vie. Moi, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher, mes parents, et j'ai pas envie que d'autres finalement le vivent à leur tour, quoi. En fait, tu as l'impression finalement qu'ils sont passés à côté de certaines choses de leur vie parce que professionnellement, ils n'étaient pas épanouis. Et en fait, nous, c'est ce qu'on dit aussi souvent, c'est qu'il faut construire, et je pense que c'est le sens, et j'ai vu une phrase sur la plaquette Scale qui a complètement résonné, c'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, il est aussi profondément au service de son développement personnel. Bien sûr. Et peut-être qu'effectivement, eux, comme ils ont finalement eu des échecs où ils n'ont pas délégué ce qu'il fallait, ils n'ont pas pu avoir une vie entrepreneuriale qui les a potentiellement épanouis, quoi. Alors, ils étaient épanouis, mais tu vois, t'es épanoui par rapport à ton cadre de référence. Mais en fait, ils n'étaient pas du tout équilibrés parce qu'ils connaissaient pas tout ça. Tu vois, aujourd'hui, on accompagne des esthéticiennes, on accompagne des restaurateurs. Crois-moi, ils n'ont pas du tout le même quotidien qu'avait mon père, qu'avait ma mère. Ils n'ont pas du tout les mêmes résultats qu'avait mon père, qu'avait ma mère. Et pour autant, ils sont aussi épanouis. Ils étaient aussi épanouis. Mais par contre, ça change complètement leur vie et leur façon de faire du business. L'entrepreneur, il a l'impression d'être le serviteur de sa boîte, devoir être l'employé premier présent, le dernier présent, le moins bien payé ou payé en dernier, voire pas payé du tout. Et puis finalement, être au service de l'État. Encore plus en France, mais c'est partout, hein, mais encore plus en France. Il y a un autre chemin. Et on est là pour leur montrer qu'il y a un autre chemin et leur expliquer comment l'emprunter. Si vous appréciez la valeur de ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Alec nous délivre beaucoup de qui il est. C'est ça aussi qui est vraiment top. Enfin, on est très heureux de tout ce que tu nous témoignes. On va rentrer sur les questions peut-être plus juridiques. On parle souvent de toi, Alec, au-delà du fait que c'est toujours sympa de citer Alec dans un webinaire. Et donc, on parle souvent de toi dans nos webinaires.
pour dire quelque chose, c'est qu'en fait, on t'a rencontré quand tu avais, je pense, 21 ans. Et en fait, très tôt et assez singulièrement, tu as tout de suite mis le juridique comme quelque chose d'assez important. T'avais tout de suite besoin d'avoir des contrats qui étaient carrés, qui étaient béton. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ta vision du juridique dans une entreprise et aussi, moi, j'ai toujours analysé ça, en fait, comme le fait que tu étais suisse et donc que tu avais un mindset différent par rapport au juridique que beaucoup d'entrepreneurs français. Les Américains, les Suisses ont un mindset différent par rapport au juridique, comme par rapport à l'argent d'ailleurs, que les Français en général. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Je pense que le point primaire, c'est effectivement qu'il y a des valeurs, il y a des principes en Suisse, et moi j'aime la justice. Je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. D'ailleurs, c'est pas anodin, même Nicole à la base elle est juriste, elle a fait un master en droit, etc. Elle voulait passer le barreau, finalement c'est l'entrepreneuriat qui l'a davantage attirée. Ceci étant, très tôt effectivement j'ai le juridique comme pilier, et je sais que c'est important, mais pourquoi je me dis ça? C'est parce que je suis très très mauvais là-dedans. Déjà, première étape. Et leçon entrepreneuriale, lucidité sur le fait que je déteste le juridique, je déteste l'administratif, je déteste la comptabilité, je déteste plein de sujets. Je suis mauvais là-dedans parce que j'aime pas ça. Et dès que j'aime pas un truc, j'ai pas envie de le faire, donc je vais le procrastiner, mais ad vitam aeternam, jusqu'à préférer payer des pénalités que juste signer un document ou faire un virement en 2 secondes, littéralement. Donc autant s'entourer de personnes qui sont compétentes, qui aiment le faire et qui savent le faire. Première leçon, premier point. Deuxième point, même quand très tôt on le met en place, nous, tu vois, avec entrepreneurs.com, on scale tellement fort, tellement vite que là, on va devoir refaire une sorte de pause, arrêt sur image. Ok, est-ce qu'on est solide juridiquement? Et on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, que ce soit au niveau de nos contrats, au niveau de nos structures, au niveau de plein de choses. Et tu peux pas construire quelque chose de grand, de puissant, de fort, ou même juste construire quelque chose et passer des heures entières, des jours entiers, sacrifier du temps avec les gens que tu aimes, avec même toi-même, par rapport à autre chose, sur quelque chose de fragile. Et en fait, moi, selon moi, la seule chose que ça offre, entre guillemets, c'est de la sécurité, c'est de la solidité, et ce sont des fondations pour pouvoir construire par-dessus. Si tu n'as pas ça, t'acceptes délibérément et consciemment de construire quelque chose aussi grand et fort et puissant et beau soit-il, de fragile et de friable, qui au premier tremblement de terre, à la première secousse ou parfois même au premier coup de vent, peut complètement s'effondrer. Donc que ce soit dans une association, que ce soit dans un partenariat, que ce soit peu importe, c'est l'assurance que tu construis quelque chose de solide. Est-ce que tu peux nous parler d'erreurs juridiques que tu as faites Lesquelles? Lesquelles? Il y en a tellement. Déjà je pense qu'effectivement il y a mais je sais pas, mais c'est important déjà de décomplexifier le truc. Vous allez faire des erreurs, ça va vous coûter très cher, et au plus vous allez grandir, au plus ça va vous coûter cher. Je donne un exemple, je fais le beau, j'ai fait 23 millions cette année, trop bien, mais ce que les gens savent pas, c'est combien d'argent j'ai perdu. Ça se compte en millions. Là, je suis en train de, je fais un petit papier là, tu vois, parce qu'on va peut-être faire une vidéo là-dessus, mais je suis déjà à 2,8 millions de pertes. Vraiment, c'est 2,8 millions de moins sur l'EBITDA. C'est pas 2,8 millions en mode marketeur, 2,8 millions comme ça, je sors mon chapeau. C'est vraiment, ok, cette erreur-là, factuellement, combien ça coûte, comment j'aurais pu l'éviter, boum, à la fin de la ligne, hop, 380 000 euros, boum. Celle-là, ok, tac, pourquoi, machin, tac, 420 000 euros, ok. Celle-là, hop, 100 000 balles. Ah, ok. Tu vois, les unes après les autres. Et à chaque fois... Et ça, c'est des erreurs juridiques ou des erreurs de recrutement, des erreurs... Des vraies décisions stratégiques importantes pour la suite, pour la boîte. Mais à chaque fois, le juridique aurait pu, au moins, pas éviter, minimiser l'erreur. Il y en a une, tu vois, dont je parlerai, qui me coûte à peu près plus de 300 000 euros. Avec un bon juridique, un truc cadré, c'est entre 50 et 100 000 d'économie dans l'équation. C'est pas la totalité, mais c'est déjà 50 à 100 000 pour un contrat.
un bon contrat. Et alors, et là, j'ai tendance à dire, parce que voilà, on t'accompagne quand même sur pas mal de sujets. Pourquoi est-ce que ça, tu ne nous en as pas parlé en amont et tu ne l'as pas anticipé en amont? Alors, c'est un bon point. Nous, c'est parce qu'on grandit tellement vite que parfois, et c'est une erreur. Déjà, alors, premier point, je vous sollicite pas forcément sur tous les sujets, Bien sûr, d'un point de vue juridique. Et deuxième point, souvent quand je vous sollicite, c'est quand c'est trop tard. Et ça, c'est une vraie erreur. Haute leçon pour tous les entrepreneurs, n'appelez pas vos conseils quand le problème, il est déjà là. Et moi qui, depuis 10 ans... Merci Alec de dire ça. Non, mais c'est c'est vrai. important parce que c'est ce qu'on essaye de marteler. Ah, mais vous avez raison, mais 100%. Et quand on voit que même des grands entrepreneurs comme toi font encore cette erreur... Alors, je suis très très petit encore, hein. J'ai encore énormément de choses à prouver et on a créé une belle boîte, on a beaucoup d'impact, c'est super. Mais par rapport à la carrière que je veux créer et si je peux durer, c'est aussi, encore une fois, grâce au juridique, entre autres. Mais je fais encore ces erreurs. Et pourtant, tu vois, tu me dis, bah voilà, Anne-Lise et Christophe, tu m'en parles, ils sont chez vous. Pourquoi? Parce que vous faites partie des gens, des conseils qu'on recommande et on encourage les entrepreneurs à se faire conseiller. Premier truc que je dis, et quand même tu es à une table, à un de nos events, et que je dis attention vos CGV ou mentions légales, c'est pas pour moquer de toi, c'est parce que c'est sérieux. Tu vois, c'est parce que c'est sérieux, tu vois, c'est un vrai sujet. Tu construis tellement, tu mets tellement de temps à mettre en place. Donc, mais plus que jamais, en plus, je pense que c'est un sujet finalement et qu'il ne faut pas que voir comme une contrainte. Et là, on en parlait récemment. On a fait un événement là-dessus sur la valorisation des entreprises. C'est un actif. Ta boîte va avoir de la valeur si le juridique est correctement traité. Et derrière toutes les négos qui vont avoir lieu en due diligence, en post, dans le cadre de la négo du prix, ton prix va être revu à la baisse, tu vas avoir des garanties, des choses extrêmement dures à assumer si les aspects juridiques ne sont pas correctement traités. Et donc c'est un vrai élément de structuration et de valorisation. Et cet arrêt sur image dont tu nous parlais, il est fondamental en réalité. S'arrêter à un moment donné et vérifier que sur le plan contractuel, on est bon, qu'il n'y a pas d'angle mort, qu'il n'y a pas de choses, et vu la direction que l'on prend, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Tu parlais tout à l'heure de dire on vise sans arrêt l'excellence. En réalité, c'est l'excellence à tous les niveaux, pas simplement au niveau des collaborateurs. Au niveau du juridique aussi, ça doit suivre, on doit vérifier constamment qu'on est au niveau et qu'on apporte, parce que c'est aussi, tu es une référence dans ton domaine et chaque part de ton entreprise, chaque partie doit être solide, comme tu le dis. Et c'est vrai qu'il faut prendre ça à bras le corps, même si, j'en conviens, c'est pas forcément la partie que tu préfères, quoique ça peut devenir passionnant quand on voit que le juridique vient sculpter une entreprise et vient donner aussi son armature, sa solidité, sa valeur. Si par exemple vous êtes deux associés, on commence à être en conflit, et qu'on était à 50-50, mais qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de pacte, et que ça commence un peu, il y a un peu anguille sous roche. Ta boîte, elle a beau faire 1 million, 10 millions, 20 millions, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Et surtout que dans les associés, en fait, tu peux avoir, Jean-Philippe et moi, on s'aime beaucoup, on est associés à 50-50, mais il peut y avoir aussi des moments où en fait tout simplement il arrive un problème à l'un, soit une incapacité, il est handicapé, il décède, donc ça peut être aussi il peut y avoir les héritiers qui rentrent dans la structure, 100%, etc. 100%. Et tout ça, ça doit être tout ça. Je me souviens un contrat qu'on avait mis en place ensemble dans le cadre d'une boîte où j'avais pris de l'equity. Il y avait notifié en cas de décès de la personne en question, on voulait pas être associé avec, en l'occurrence, son épouse, qui allait du coup hériter la chose. Ça, faut l'anticiper. Bien sûr. Tu vois, et il y a tellement de choses à anticiper. C'est hyper important. C'est un exemple comme ça que je te prends parce que tu le cites, mais c'est capital. Des deals peuvent échouer à cause de ça, à cause de ces clauses qui, avant une levée de fonds, fait que les associés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui se passe après. Clairement. Là, récemment, en début d'année, tu as annoncé je vais m'associer avec Tang, pardon. Est-ce que ça en est où en fait et comment ça évolue là-dessus? Là, le juridique, tu vois, alors
ça a été bien fait, un peu mal fait au niveau. Enfin, bref, j'aurais dû peut-être vous appeler avant. Mais j'ai quand même encore une fois j'ai quand même mis en place des bonnes choses et un très 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 bon réflexe en tant qu'entrepreneur. Quand tu t'associes à quelqu'un, déjà faut voir comment tu le communiques, faut définir clairement le scope de responsabilité de la personne, mais faut aussi voir, enfin tu vois, c'est comme si demain Jean-Philippe, je viens emménager chez toi. Tu vois, il y a quand même des règles. Tu vas me dire, écoute, c'est chez moi, il y a quelques règles, on mange à telle heure, on fait comme ça, tes caleçons, tu les mets pas dans mon salon, la surtout vaisselle. Que toi, tu dois être assez maniaque, donc ça doit pas être... Il faisait ça. Ah, non. Heureusement, j'ai jamais dû faire sa lessive et il était très propre. Ceci étant, donc blague à part, il y a effectivement des règles, il y a un contexte et puis il y a une exigence. Je dis pas qu'il n'y a pas d'exigence, je dis pas tout ça parce que ça n'enlève pas son parcours. Il a créé quelque chose d'extraordinaire. J'ai énormément d'estime pour l'entrepreneur qu'il est. Pour autant, malheureusement, je me suis rendu compte, et lui aussi, ça créait des tensions, il était pas bien, il était pas heureux. Dans l'opérationnel et il n'y a pas de tabou, on en a parlé d'abord au comité stratégique entrepreneurs.com, donc la direction, on en a parlé ensuite à la core team, à ceux qui sont là, et puis on en a parlé aussi lors d'un meeting mensuel où il y avait plus de 100 collaborateurs qui étaient connectés, donc il n'y a pas de tabou, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas fait pour être dans l'opérationnel à mes côtés, c'est pas ce qu'il voulait. Niveau d'exigence qui n'était pas forcément adapté à, comment dirais-je, sa vision de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. D'autres projets aussi qu'il avait sur le côté. Il a quand même créé un groupe avec plus de 240 collaborateurs, c'est plus de 200 millions de chiffre d'affaires par an, 1 milliard d'actifs sous gestion avec d'autres associés, dans lequel il est encore parfois sollicité au terme d'image ou une fois par trimestre lors de réunions spécifiques. Donc il y a toujours une petite charge mentale d'une part. De l'autre côté, il y a aussi un projet sur la finance qu'il voulait absolument développer avec une sorte de fonds où il a tout un réseau, etc. Donc il y avait ce truc, cette tension et puis surtout ça commence à créer un climat très désagréable entre nous et moi ça me crée une tension interne où j'avais plus de plaisir. J'avais plus de plaisir à développer ma boîte. Donc, t'imagines comme t'es tiraillé, tu dédies ta vie à ça et tu dis, attends, je m'associe, je vais donner des parts. Alors, c'était pas donné, il les rachetait à cette personne et j'attendais ça. Et je me retrouve avec ça. Et encore une fois, c'est pas une problématique de la personne, c'est juste une problématique du contexte, de la relation, du cadre, des discussions et des règles qu'on avait mal posées. Parce que sinon, enfin, il aurait pas créé ce qu'il a créé. Et donc justement, d'un point de vue juridique, ça m'intéresse parce que finalement, t'as pas commis d'erreur puisque en fait, tu n'as pas tout de suite cédé ta boîte. En exact. Fait, ce qui aurait pu te mettre en très très grande difficulté si ça se passe pas bien, quoi. En fait. Et t'as fait ce qui est un bon réflexe de tout. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase intermédiaire avant qu'ils mettent les pieds chez toi. On a fait du vesting. Ouais. C'est ça. Voilà, ça s'appelle du vesting, du vesting option. Certainement, les gens qui nous écoutent sont familiers avec ce terme. Sinon, ChatGPT, c'est votre meilleur ami. Et donc, il y a de ça. Après, il y a eu vraiment aussi une discussion donc, dans le deal. Pour dire ce qu'est le vesting, c'est-à-dire qu'il rentrait petit à petit en fonction de ses résultats. Quoi. Et la première année, 0. Test. T'es à l'essai avec une rémunération quand même mais voilà et puis il y avait un vesting progressif qui fait que année après année sur 4 ou 5 ans plus. Ouais, je crois que c'était 4 ans de mémoire, peut-être 5, j'ai pas envie de dire de bêtises, pouvait acheter progressivement des parts à une valorisation qui avait été définie et qui aurait peut-être pu être recalibrée à certains temps mais qui était établie déjà préalablement par 3 cabinets, on a fait les choses correctement et du coup voilà. Ceci étant, il y a même en plus un point qui était en place et qui était très correct de sa part, faut le dire aussi, c'est que de lui-même, à un moment donné, dans le cadre du vesting et du contrat qui devait être mis en place par la suite aussi, lorsque ça allait être fait, il y avait un montant forfaitaire auquel je pouvais, sur les 4-5 années du vesting global, racheter les parts sans discussion de sa part pour vraiment protéger les intérêts aussi de l'entreprise et mes intérêts. Son objectif,
l'objectif, c'est pas de mettre les pieds dans une boîte et prendre d'un lien capitalistique pour finalement ne rien faire et ensuite être rentier et ensuite que moi je sois avec un boulet au pied. Ça, il faut le dire pour les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que tu peux te retrouver après à terme avec une d'enclume, complètement. Désolé pour la grossièreté encore une fois, un boulet tu nous au as pied. dit que tu disais pas de gros mots, mais ouais, c'est vrai. J'en ai dit 2, mais c'est des gentils, tu vois. On pourra biper. Mais c'est tellement gros, tu vois, c'est tellement gros que y a peu de mots qui sont prêts à qualifier ça, et donc ça ne permettrait pas forcément à un entrepreneur d'avancer. Imagine, tu sacrifies ta vie de famille, tu sacrifies tout, et t'as quelqu'un qui est au capital de ta boîte, avec, j'en sais rien, moi, même 1%, 10%, 5%, 20%, ça crée une frustration, tu vois. Ça crée quand même une frustration. Donc là aussi, il y avait un mécanisme qui avait été mis en place et proposé de son initiative, encore une fois, je le souligne, pour assurer la pérennité et avoir une porte de sortie ultime en cas de soit conflit, soit non-satisfaction. Donc ça a créé des tensions. De part et d'autre, mais on a toujours pu discuter à fond. Et il n'y a pas eu de paranoïa à un moment donné, parce que souvent dans les litiges entre associés, mais tel que tu racontes les choses... En fait, on n'est pas allé au litige, justement, tu vois. C'est ça. Ça crée des tensions internes dans notre façon d'opérer. Mais vous avez eu l'intelligence de vous dire... des vraies discussions ouvertes, en physique comme en visio. On s'appelle encore il y a 3 jours. Quand je suis sorti de Scale, je l'ai appelé et je lui ai dit, tu vois... t'as pas pu être là, alors on est encore partenaire d'ailleurs. Ouais. Y a encore des publicités qui tournent. Il accueille encore des entrepreneurs avec entrepreneurs.com. Il vient à nos immersions. Il a pas pu être là à Scale. Je lui dis, t'aurais dû être là, c'est incroyable. T'as aussi contribué à ça, sois-en fier. Donc il y a un super, il y a une bonne relation et c'est ça. Mais ce que je retiens, c'est que vous avez bien fait les choses au niveau juridique, même si tu forcément tu dis que ça aurait pu être amélioré. Vous avez bien fait les choses pour que ça n'impacte pas trop. Et deuxièmement, tu as bien résolu d'un point de vue humaine les choses également. C'est le plus important finalement. Tout comme vous les avez extrêmement bien gérés avec Amine. Et je dois dire que en fait, tu fais partie de ces personnes qui du coup toi ne va pas au procès pour aller au procès. Toi, le procès ça t'intéresse pas, parce qu'on a des clients de nous qui sont un peu jusqu'au boutistes, ça les intéresse, ils aiment ça, etc. Mon énergie a trop de valeur. Voilà, exactement. Toi, mon énergie, mon temps a trop de valeur pour ça. Et alors c'est à des avocats que je dis ça, mais moi je crois pas trop en la justice. Je crois en la justice entre les hommes. Je crois pas en la justice au sens de la justice dans un tribunal. Mais tu sais, nous on n'y croit pas beaucoup non plus. Hein. Ok, tu vois. Et c'est pour ça qu'on pousse assez souvent nos clients aussi à trouver des accords parce qu'on est aussi foncièrement entrepreneur et on aime les entrepreneurs et on sait à quel point nous on se traîne des conflits d'associés de certains clients pendant 10 ans. Wow. Il y a mais là, c'est des conflits avec 5 procédures ouvertes. Ouais. Et après ça devient irrationnel complètement. Complètement. Mais pourquoi on pousse aussi à ce que à la médiation, à des accords amiables? C'est vrai que par moments, la justice nous a déçus en tant qu'avocat, et on se dit surtout savoir résoudre un problème par soi-même, se donner la possibilité de gérer la solution de manière intelligente, sans laisser cette solution entre les mains de quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'état d'esprit d'un entrepreneur, qui ne connaît pas forcément le quotidien d'un entrepreneur ou de la réalité des conflits qui peuvent se passer entre entrepreneurs. Mais en fait, un juge, il peut pas forcément te trouver une solution intelligente. Il est parfois, déjà, il n'applique pas toujours bien le droit. Parfois, il l'applique bien, mais s'il l'applique bien, parfois, ça va être une solution qui est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Il va être limité dans ce qui est juridiquement possible. Alors, en tout cas, dans les contrats qui ont été passés, dans la limite des droits qui peuvent être revendiqués, alors que il y a des solutions qui peuvent s'ouvrir au-delà des contrats, par intelligence, par des compromis, par des échanges d'intérêts, etc., qu'un juge ne peut pas. Vers des solutions vers lesquelles les juges ne peuvent pas aller, alors que la médiation ou un accord amiable bien négocié permet d'ouvrir le champ des possibles en termes de résolution des conflits. Et c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, et bon, je sais que de toute manière on est en phase là-dessus en fait. Ça va peut-être permettre de faire une transition sur justement toi
des problématiques, puisque on s'était rencontrés dans ce cadre-là en 2017 sur un premier dossier qui concernait de l'e-réputation, en fait, où voilà, il y avait un gars qui avait fait une vidéo YouTube, où, voilà, donc on avait obtenu d'ailleurs un assez bon résultat pour retirer les contenus. Toi, quel rapport tu as avec ta réputation? La réputation, c'est quand même quelque chose d'assez presque mystique, hein. J'ai l'impression. Tu sais pourquoi? Parce que ça prend des années à être construit. Et s'il y a un mec qui un jour décide sur Internet de dire un mensonge, mais qu'il y en a au moins 100 qui y croient, ça devient une vérité. Et ça, c'est le grand drame de la liberté d'expression de notre génération sur Internet. Hier, j'étais en train de dîner après un TEDx avec l'équipe. Donc on a fait un TEDx, etc. C'était super chouette. Bref. Et je dîne et là, je dis à Océane dont tu as parlé tout à l'heure, ah tiens, il y a un mec qui m'a cité dans une vidéo. Vidéo qui sort il y a 2 heures, et il prend genre 50 mecs, 50 entrepreneurs qui sont plus ou moins sur Internet, et il les classe, c'est sur ces tableaux un peu comme Squeezie ou d'autres connus, de légende, excellent, très bon, moyen, et puis je crois que c'était marqué bullshit ou en gros pas bien du tout, quoi. Et il avance, et là c'est mon tour, il me classe, tu vois. Et c'est dingue, ça illustre parfaitement cet exemple. Le mec, il fait des très bonnes vidéos en demeurant, hein. Je sais pas s'il est avocat ou juriste, mais il s'habille comme un avocat, il a un marteau, il fait le jugement d'Internet, tu vois, ça devrait vous plaire. Si vous connaissez pas, allez voir. Et sûrement très sympa, mais et assurément, je pense, loin d'être idiot. Mais pour autant, tu vois, il tombe dans un piège. Il me connaît pas, il le dit lui-même dans la vidéo. Ouais, je connais pas, mais je vois le déclic, ça a l'air pas mal. Il a l'air bien, ça a l'air bien, j'ai envie de le mettre dans bon, mais je connais pas trop. Et il me parle que du déclic. Attends, mais déclic, c'est 12 jours dans mon année, parce que tout le reste est délégué. 12 jours dans mon année. Où sont les 353 autres jours, mec? C'est là où je suis sur le terrain, j'opère. C'est là où je prouve tous les jours que je suis l'entrepreneur que je suis, l'impact que je fais et les choses qu'on met en place. Mais est-ce que toi, ça te touche profondément? Parce que j'ai quand même l'impression que tu accordes quand même de l'importance à ça. Je pense que du coup, tu as dû apprendre à en accorder un peu moins, puisque tu vois, quand on voit Anthony Bourbon, lui, qu'on a vu à ta conférence, il a l'air de trouver ça cool, et il joue vachement de ça. Toi, j'ai l'impression que ça t'affecte un petit peu plus. Est-ce que ça me touche? Non. En fait, enfin, comment tu t'es construit par rapport à ça? Parce que j'imagine qu'au début, forcément, dans tes premières vidéos... Ouais, au début, oui. Alors moi, j'avais pas confiance en moi, tu vois. Donc évidemment, je suis allé aussi sur les réseaux pour aller chercher une sorte de reconnaissance, pour plaire, pour être aimé, tout ça, comme beaucoup au départ. Comme tout le monde, enfin... Mais aujourd'hui, je suis plus touché par ça, sauf quand vraiment c'est injuste. C'est très injuste. Alec, j'aimerais bien savoir quelle est la critique qui t'a fait le plus de mal. Ce sont les critiques qui sont fausses. C'est pas une critique, c'est les critiques qui sont fausses. On peut me critiquer, mais j'aimerais au moins qu'on prenne la peine de s'assurer que ce soit la vérité. Ouais, mais nous, on sait, en tant qu'avocat, on est extrêmement bien placé pour savoir que la vérité, il n'y a pas la vérité, en fait. Il y a une vérité, et dans les dossiers, par exemple, dans les dossiers de cour d'assises, chacun a sa vérité des choses, en fait. Donc, peut-être que finalement, la critique, c'est l'expression d'une autre vision, d'une autre vérité de quelqu'un aussi, quoi. Ouais, c'est une question de perception de chacun, avec son propre prisme d'analyse, mais parfois il y a quand même des choses qui sont suffisamment grosses pour qu'on se rende compte qu'on fait un peu fausse route, quoi. C'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Et est-ce que toi, tu aimerais finalement pouvoir avoir ce qu'on appelle dans le droit aussi le principe du contradictoire, c'est-à-dire pouvoir justement répondre à cette critique, ou justement tu la balayes d'un revers de main? Je les balaye. Okay. Je les balaye pour la simple et bonne raison que mon temps et mon énergie sont trop précieux pour être investis dans des cas de ce type.
Et tu arrives à faire la part des choses. Tu arrives justement à séparer et à rester à distance, voire à balayer, comme tu dis, parce qu'on en reste toujours avec quelque chose qui nous pollue quand même un petit peu. Hein. Alors, par deux moyens. Le premier, j'ai conscience de ma valeur et je sais pourquoi on fait les choses, et donc il y a peu de choses qui peuvent m'atteindre rien que pour ça. Le deuxième, c'est que très rapidement, je me suis déconnecté de ça. J'en parle souvent, donc j'ai pas de honte à ça. Je ne lis pas les commentaires, par exemple, ni dans nos publicités, ni sur nos réseaux, sauf très rarement de temps en temps. J'ai plaisir à y aller, mais c'est plus vraiment en dilettante, une fois tous les 2 jours, 3 jours, regarder les contenus qu'on a publiés et puis aller voir ce que la communauté aussi partage, liker, commenter très souvent. Tu utilises toi les réseaux pour toi ou Très rarement. D'accord. Très rarement. Ouais. Je consomme un peu de LinkedIn, un petit peu d'Instagram et plus de YouTube. Mais j'ai une façon très à moi de regarder les vidéos YouTube. Je vais jamais les regarder en entier. Je les regarde en accéléré, que à certaines phases. Je vais prendre quelques mots, je vais comprendre rapidement l'ensemble. Et si vraiment c'est intéressant, je vais creuser. Mais pour Donc revenir, tu ne laisses pas de défocus aussi, quoi. Non, je reste concentré. Pour revenir, surtout dans un monde où il y a trop d'informations d'ailleurs. Mais pour revenir au point là, le fait d'avoir très rapidement mis en place ce qu'on peut appeler un community manager ou autre sur mes réseaux pour trier les commentaires, gérer les commentaires, répondre, ça me permet moi d'être concentré. Parce qu'il y a trop de gens qui sont atteints par une critique, par un truc, et sur les réseaux c'est trop facile. Tu peux être beau, on te dira que t'es moche, tu peux être mince, on te dira que t'es encore gros, tu te dis, enfin, peu importe, tu vois. Et on trouvera toujours un truc à dire. Toujours. C'est la rançon du succès, il faut savoir l'accepter. Non, c'est la rançon de la visibilité. Ouais. Pas du succès. Oui, c'est une nuance très importante. T'as raison. Dès que t'es visible, t'es mal aimé. Il y a des gens qui vont t'apprécier, il y a des gens qui vont te détester, et c'est gratuit en plus. Donc, quand c'est gratuit, ils en donnent. Alex, si tu devais t'excuser auprès de quelqu'un, ce serait qui ? Et je l'ai fait il y a quelques jours publiquement, sur scène devant 1200 personnes. J'ai exprimé que parfois je peux passer pour quelqu'un peu empathique ou autre. Alors j'ai utilisé un terme plus grossier sur scène, je me suis permis, mais là on va s'abstenir. Et manquer de respect à certaines personnes, notamment de l'équipe. Parce que ça me prend en tripes en fait, cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, et ça peut blesser les gens, surtout qui m'estiment énormément, ils me donnent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leur temps, leur confiance, leur engagement, ils font des choses extraordinaires, et si on en est là aujourd'hui, c'est que c'est grâce à eux, donc parfois j'ai pu être trop, on va dire, excessif dans mes mots, dans mes propos, dans mon exigence, parce que j'ai cette mission qui m'anime et qui compte tellement plus en fait que même les a priori, même ce qu'on pense de moi, même l'image que je peux laisser transparaître, que je me suis parfois laissé dépasser par cette mission. Donc ça peut blesser, pour ça je m'excuse, ouais. Alec, on t'accompagne bientôt maintenant depuis plus de 10 ans. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors, je pense que il y en a un que j'ai eu par mes expériences, il y en a un que vous m'avez donné indirectement. Le premier, c'est celui de challenger aussi les conseils qu'on peut avoir autour de soi. Donc oui, ça fait bientôt 10 ans, ça passe vite qu'on travaille ensemble, mais j'ai pu au fur et à mesure du temps aussi avoir d'autres conseils, des fois spécialisés, des fois même en collaboration avec vous. C'est aussi ce qui fait la richesse des conseils partagés. Et puis, le premier point, c'est pour ça que je partage souvent aux entrepreneurs, c'est un peu la base, c'est finalement le contrat qu'on va avoir avec ses clients également, pour ne pas les décevoir, pour se protéger en cas de litige aussi, puis les protéger également. Donc CGV, mention légale, politique de confidentialité, mais aussi contrat de prestation service ou produit que l'on vend. Il faut anticiper les choses, il faut s'y préparer, et c'est quand même la base, parce que beaucoup pensent que quand on a vendu, le travail se termine, alors qu'en réalité, il fait que démarrer, et c'est le contrat qui régit cette collaboration. Et ça, je l'ai vraiment réalisé grâce à vous. Qu'est-ce que, toi qui nous connais depuis 2017, depuis quasiment, on s'est associé en 2018, donc tu nous connais vraiment depuis la genèse, qu'est-ce que tu penses de nous ? Qu'est-ce que tu penses de notre évolution et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait éventuellement améliorer ? Ok, c'est le moment où on règle nos comptes, les gars.
Tu vois, les avocats comme les comptables ou autres, des fois, tu as l'impression que ça va être un peu boring, ennuyeux. Vous ne l'êtes pas du tout et vous avez cette capacité à vulgariser et à simplifier le juridique. Vous avez la capacité aussi, parce que vous êtes avant tout entrepreneur, vous avez cet ADN, je trouve, à comprendre l'entrepreneur que vous avez face à vous. Et ça, c'est quand même un point extrêmement important. Tu vois, tu vas chez ton comptable, il comprend même pas ce que tu fais. Bon, t'es mal barré pour essayer d'optimiser. Tu vas chez ton avocate, il comprend pas ce que tu fais. T'es aussi mal barré pour voilà. Vous avez la capacité aussi à vous remettre en question, toujours très ouvert d'esprit. Et ça, je pense, c'est une vraie qualité que vous avez, mais que beaucoup d'entrepreneurs devraient davantage avoir. Une volonté de partage aussi, sinon vous feriez pas du podcast, vous feriez pas des webinaires. C'est pas un exercice facile, encore moins dans le juridique, et j'imagine que la profession ne voit pas toujours ça d'un bon œil, et donc il faut aussi lutter contre le regard des autres, et c'est donc du courage, et j'ai du respect pour les gens courageux, donc j'ai du respect pour vous, pas que pour ça, mais pour d'autres choses aussi. Donc voilà ce que je pense de vous, et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être aborder la dernière question que nous posons habituellement à nos invités. Avant cela, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé toute la valeur. Merci Alec encore pour ce temps. N'hésitez pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, mettre des commentaires. On y répondra. Alec peut-être y répondra ou un membre de son équipe, puisque j'imagine que ton temps est assez précieux. Et puis on te pose cette question, Jean-Philippe. On sait que dans ton parcours, il y a eu des moments sombres, des moments compliqués, des moments difficiles, des moments où tu t'es isolé, t'es mis dans une bulle. Tu as été très dans les jeux vidéo aussi, où tu t'es vraiment consacré à cette activité. Si tu avais la possibilité de revenir dans le temps et de parler à ce Alec Henry d'une période passée, révolue, ou en tout cas mal, pas bien, qui ne savait peut-être pas où aller, comment diriger sa vie, comment s'orienter, qui ne croyait peut-être pas en lui, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est une question difficile, parce que j'aurais pas envie de l'influencer en fait. Je pense que tout ce qui s'est passé dans ma vie, sur mon parcours, les choses les plus belles comme les moins belles, elles ont forgé la personne que je suis. Et aussi dingue que ça puisse paraître, je me souhaite pas du bonheur, je me souhaite du malheur. Alors, toute proportion gardée, qu'on soit d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on grandit dans l'échec. On grandit dans l'insécurité, on grandit dans la remise en question, on grandit. C'est là où on apprend le plus. Le malheur et l'échec, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Ouais, mais le malheur, tu peux être malheureux en ayant des réussites. Mais ça te renforce. Ça te renforce, tu sais pourquoi tu fais tout ça, ça crée un... Ouais, mais tu peux avoir des échecs et être heureux dans l'échec. Et enfin, pour moi, je vois vraiment une distinction entre les deux, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, pour autant, c'est l'échec et c'est plutôt, alors peut-être pas le malheur, parce que le malheur, c'est avoir un parent qui décède, un enfant qui décède. Ça, c'est malheur et ça renforce. Ça m'a renforcé. Ouais, non, mais je comprends. Ça m'a renforcé, ça me permet de relativiser, ça me permet d'avancer. Et du coup, tu vois, oui, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Mais il faut pas non plus l'appréhender. Et il faut plutôt l'accepter comme il vient, y faire face, essayer de gérer au mieux et voir quelles sont les leçons qu'on en tire. Donc ce que je lui dirais finalement, c'est simple, c'est follow the flow. Suis la route qui t'est offerte de suivre, avec ses aléas, avec ses hauts, avec ses bas, et c'est assez dingue parce que tu vois, moi à l'époque j'étais quelqu'un, on rigolait de moi, on se moquait, même quand j'ai entrepris les premières choses, c'était de la moquerie constante et de loin pas des encouragements, et j'en veux absolument pas à ces gens. Tu vois, des fois t'as envie de se revanche un petit peu et tout. Moi j'éprouve de la pitié en fait pour ces gens, parce que ils étaient tellement convaincus qu'il n'y a pas d'issue possible, que tu viens en rire de ceux qui essaient.
Donc c'est la certitude absolue que tu vas pas te donner les moyens de sortir du cadre. Et donc c'est pour ça que j'ai de la pitié, parce que c'est souvent des gens qui ont beaucoup de potentiel, qui j'estime étaient plus intelligents que moi pour certains d'entre eux, avaient donc plus de potentiel que moi pour certains d'entre eux, et qui, de par le cadre qui leur était préconçu, imposé, de par peut-être leur éducation, l'école, des croyances, peu importe, ils pourront jamais en profiter, quoi. Et sur certains, et je suis super fier de ça, c'est que ils m'ont vu évoluer de ma petite ville en Suisse où il y avait plus de vaches que d'habitants, et là où j'en suis aujourd'hui et là où je serai demain, et ça leur a ouvert les yeux, ouvert l'esprit sur le fait qu'il est possible de faire des choses, pas forcément créer une entreprise parce que c'est peut-être pas ce qu'ils veulent, mais ne serait-ce que pouvoir aller chercher un autre job, se reconvertir, ne pas suivre la voie qui leur avait été imposée peut-être par leurs parents ou par quoi que ce soit d'autre. Donc ouais, croire en soi et suivre sa trajectoire. Merci Alec. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci. C'est parti de la hier. Merci beaucoup. Merci. Trop cool. En plus, j'ai